Bonjour à tous, bonjour Jacques Cheminade, oui, bonjour à tous. Sébastien, bonjour. Bienvenue sur cet éclairage. Alors évidemment aujourd'hui on ne peut pas ne pas parler de ce qui agite tous les esprits, donc du coronavirus. On parlera également du 49.3 à la fin de cette émission puisqu'il faut qu'on puisse aussi exprimer notre position là-dessus. Alors on n'est pas des experts, on ne va pas vous livrer nos prédictions, est-ce que c'est une pandémie, est-ce que... Enfin voilà, on ne va pas faire nos prévisions à nous, on peut relayer la parole des experts, on peut relayer les préconisations sanitaires du gouvernement. Ce qu'on va surtout aborder aujourd'hui, c'est quel est l'enjeu politique, qu'est-ce que un phénomène d'une telle ampleur révèle de nous, de notre rapport au monde, à l'autre, à la mondialisation. Et ma première question, Jacques Cheminade, elle est assez concrète, c'est-à-dire que la semaine dernière, il y a eu un effondrement en fait, des marchés boursiers qui a été très important, qui a même été commenté comme étant l'un des pires depuis le krach de 2008. Alors, il y a eu un rebond en début de cette semaine. Est-ce que, comme le disent la plupart des médias, le coronavirus en a été la cause? Alors, le coronavirus n'a pas été la cause. Le coronavirus est un déclencheur ou un détonateur. Je dirais, pour commencer, que d'un mal peut sortir un bien supérieur. Donc, le mal, c'est évidemment les effets sur l'économie du coronavirus et sur le milieu financier. Mais dans le bien supérieur, c'est que cela nous donne à tous la mission d'avoir un sens du collectif, d'avoir un sens d'agir en commun. Et ça peut être tant à l'échelle d'un pays, tant à l'échelle d'une région qu'à l'échelle du monde entier, où les principaux chefs d'État du monde devraient se réunir pour développer une politique commune qui permette de faire une croissance et qui minimise les risques de quelque chose comme le coronavirus. Maintenant, revenons à la bourse, revenons à Wall Street. Pourquoi le coronavirus est un déclencheur et pas une cause? Parce que déjà la situation de la bourse, la situation des marchés financiers, il faudrait dire beaucoup plus que des bourses, était tout à fait instable et menacée. Vous avez à la fois deux courbes qui sont les plus significatives, c'est la courbe des taux d'intérêt qui baisse en allant vers zéro, et la courbe des dettes qui monte, qui monte, qui monte. Et en même temps, vous avez une courbe du pouvoir d'achat qui baisse et une courbe de la circulation de monnaie qui monte. Donc ces deux choses montrent que c'est un système entretenu artificiellement par l'émission monétaire à tout va en faveur des gens déjà installés. Car quand vous avez des taux d'intérêt bas, ça favorise ceux qui sont déjà installés et ceux qui sont même en mauvaise situation, mais qui empruntent pour pouvoir payer leurs dettes ou qui même empruntent pour racheter leurs propres actions et faire monter le cours en bourse. Bref, toute une situation où on en est à 30 000 milliards de dettes de sociétés, les fameuses CLO, et on est à une dette mondiale qui dépasse les 250 000 milliards maintenant. C'est pas très bien jusqu'où ça va, mais c'est beaucoup plus. C'est 3 fois le produit intérieur brut. Donc on est dans cette situation, une situation de fausses monnaies, d'émissions de fausses monnaies et de capital fictif, capital qui correspond pas à quelque chose de concret, de physique, mais qui correspond à, disons, des bases de monnaie et de rapports de monnaie. Donc, c'était tout ce système qui est de lui-même... Un terrain favorable. Vulnérable oui, un terrain favorable et vulnérable au moins de signes noirs, comme on dit. Et voilà le coronavirus qui vient. Le coronavirus, vous avez la Chine qui est devenue, quelque part, l'atelier d'une partie du monde, un atelier industriel. Oui, ça va. Donc, si la Chine pratique une politique où elle fait passer la santé publique, tout à fait à juste titre, avant l'économie, à un moment donné, et pour préserver l'économie dans le futur. C'est pas avant l'économie, c'est avant l'économie dans l'instant, dans le présent. C'est pour préserver les chances de l'économie dans le futur. Si la Chine fait ça, évidemment, ça crée tout de suite des effets, en particulier dans les pays occidentaux. Est-ce qu'on doit prendre au sérieux, du coup, ce qu'a dit Bruno Le Maire, qui a dit que le coronavirus, c'était un game changer, c'était un facteur qui rebat les cartes au niveau de l'économie mondiale? C'est quand même pas... Oui, mais pas au sens où Bruno Le Maire l'entend. Ouais. Parce que Bruno Le Maire est un de ceux qui ont été, je dirais, complices dans la création de ce système financier et monétaire international. Certes. Il s'y est pas opposé, en tout cas. Bien, maintenant, vous avez en Chine cet atelier du monde, qui fait que les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de production sont intégrées dans le monde entier. Donc, le directeur de Messis l'a dit aux États-Unis, ma chaîne d'approvisionnement va être rompue. Donc, si vous avez en Chine, qui est cet atelier industriel, un secteur qui ne produit plus, qui est paralysé par le coronavirus et par les précautions prises en Chine.
à ce moment-là, vous avez à l'autre bout du monde une entreprise qui tout à coup ne pourra pas produire non plus. Donc c'est ça la chaîne de production. Et dans quel domaine ça se concrétise en ce moment particulièrement? C'est dans énormément de domaines. J'ai toute une liste de produits. La Chine représentait au moment du SRAS, de l'épidémie de 2003, environ, je dirais, 3% de la richesse mondiale. Aujourd'hui c'est 15, c'est 5 fois plus. Donc évidemment, il y a un effet beaucoup plus grand. Parce que c'est dans le domaine des médicaments, de l'automobile, enfin là on en a beaucoup parlé dans les médias, la question des médicaments. La Chine représente pratiquement un tiers de l'automobile dans le monde. D'accord. Un tiers. Et les Allemands, Volkswagen, pour client principal, la Chine. On pourrait citer beaucoup d'autres domaines. La Chine produit 60% du paracétamol dans le monde. Paracétamol dans le monde. La Chine produit les antibiotiques pratiquement qui sont utilisés aux États-Unis. La Chine joue un rôle important dans les métaux qu'on produit à partir des terres rares, 80% du monde. Donc quand vous avez un iPhone ou un portable en poche, une partie est chinoise. Donc Apple a déjà, qui est dans ce secteur, a déjà fait... Ils ont relocalisé? Non, ils n'ont pas relocalisé, mais ils ont dit que leur bénéfice diminuerait. Ah oui, d'accord. Ils l'ont déjà fait. Donc voilà, il y a une dépendance vis-à-vis de la Chine. Alors cette dépendance est très grave pour les pays occidentaux. Pourquoi? Parce que la Chine est basée, disons en grande partie, sur une production physique de biens. Donc, si elle arrête la production physique, elle peut après éventuellement redémarrer en reconstituant les possibilités. C'est pas facile, ça prend un certain temps. Aujourd'hui, on en est à 50-80%, on ne sait pas, et on sait que la Chine aura un premier trimestre de croissance zéro, pratiquement. Mais c'est bien pire en Occident, par l'effet chinois, et parce que dans les pays occidentaux, il faut bien comprendre comment fonctionnent nos économies, elles fonctionnent dopées par cette fausse monnaie, par la finance. Et cette fausse monnaie dope la consommation. Donc les gens consomment. C'est par la consommation qu'on définit la croissance chez nous. Donc, oui, et c'est une consommation qui est basée sur des biens qui ne sont pas essentiels pour le développement futur de l'économie. Et il y a une production qui, elle-même, vient en partie de pays comme la Chine, ou est produite chez nous, mais dans des secteurs basés plus sur le court terme. Donc nous avons un effet beaucoup plus grand et beaucoup plus difficile de reconstituer les choses, parce que vous avez des chaînes financières de production dans le domaine alimentaire, dans le domaine automobile, dans tous les domaines, qui rendent très difficile de reconstituer les choses lorsqu'il y a un effet comme celui du coronavirus qui se produit. D'où la crise financière et tout le problème qu'on se pose sur les marchés. Est-ce que dans ces conditions, on peut dire, parce que je sais qu'il y a 1 ou 2 semaines, le débat est arrivé en France sur la question du contrôle aux frontières, donc ça a remis en question ces choses-là. Donc est-ce qu'on peut dire que d'un point de vue industriel, économique, monétaire, ça repose la question en fait du protectionnisme, de quel type de protectionnisme? Est-ce qu'on doit démondialiser comme le disent certains? Est-ce qu'on doit repenser la chaîne d'intégration? Comment on peut se projeter à nouveau d'un point de vue économique? Est-ce qu'il faut tout rapatrier? On peut démondialiser pour faire du miel, hein, comme certains l'ont fait. Ça marche. Et le miel est bon, il sera meilleur que certains miels produits par les spéculateurs en Chine avec trop de sucre dedans et qui ne sont pas vraiment du miel. Donc ça c'est bien. Mais on ne peut pas démondialiser, on ne peut pas briser les chaînes d'approvisionnement et de production. On est dans un monde globalisé. Donc ce qu'on peut, c'est intervenir et dire, voilà, il y a des secteurs dans lesquels il nous faut une sécurité. C'est la sécurité alimentaire, essentiellement, et la sécurité médicale. Par exemple, les Chinois ont fait un hôpital en 10 jours, un hôpital de campagne, hein, pour faire face. Ils en ont fait après plusieurs dizaines. Bien. En Europe, en France, pour faire un hôpital, il aurait fallu déjà 10 jours au moins de discussion avant. Donc, on n'est pas accordé à une économie productive et à une réaction immédiate. On est dans un système qui est un système, et c'est là la crise, qui est un système qui est lié à une vision du monde qui d'abord est de court terme, qui est une vision tout à fait de court terme, et qui en même temps est liée à l'individu, à l'individualité, à ce qui est agréable ou pas pour des êtres humains, ce qui n'est rien de mauvais en soi, mais quand ça devient une seule chose, là, ça devient un problème. Et c'est le problème qu'on a dans les pays occidentaux. L'hédonisme, si on veut l'appeler comme ça. Un hédonisme qui, à un certain moment, devient opposé à la production et fait même dire par une certaine élite, une caste d'une élite, que le problème, c'est le peuple. Parce que le peuple, il veut continuer à produire, il veut continuer à se développer.
Parce que moi, par rapport à la Chine, ça me fait penser à le fait qu'on parle vis-à-vis de la Chine de mondialisation choisie, en fait, par rapport à ce que est la mondialisation aujourd'hui et la globalisation. Il y a une approche... des nouvelles routes de la soie, voilà, ça, justement, c'est une approche gagnant-gagnant. Plus précisément, cette idée des nouvelles routes de la soie s'intègre là-dedans. C'est pas tout à fait la même chose que le protectionnisme, comme on l'entend. Alors, les nouvelles routes de la soie, la Chine a fait ce choix depuis 2013, mais il y a un ensemble qui est encore plus important que la nouvelle route de la soie. C'est le choix de la Chine de l'économie du futur. Elle l'a fait dans tous les domaines, y compris la santé publique. Voilà. Et grâce aux États-Unis d'ailleurs. Enfin, oui, il y a cette Madame Wake de la Rand Corporation qui a montré qu'il y a eu une coopération dans ce domaine jusqu'en 2016-2017 entre les États-Unis et la Chine. Et que la Chine est partie de presque rien en termes de... la Chine est partie de rien. En termes de santé publique et de capacité à réagir. Ils n'avaient aucun système de santé publique organisé et ils n'avaient pas un système d'évaluation et de contrôle de la progression d'une épidémie. Ça, ils ont tout ça maintenant. Ils ont réagi de façon... Grâce en partie à la coopération américaine, en partie à la coopération à l'Institut Pasteur en France. Hein. Donc il peut y avoir une mondialisation... Il peut y avoir une opération positive. Il y a deux types de mondialisation, disons, quand on met des données en commun. La première mondialisation, c'est on met ces données en commun, c'est le NSA américain, on les met en commun pour pouvoir en faire un instrument de connaissance et de chantage sur tout le monde. Après, il y a une deuxième mondialisation où on met ces données en commun avec un objectif. Et cet objectif, on doit l'avoir en termes de santé, tant pour, disons, suivre la progression du coronavirus en Chine ou ailleurs dans le monde, puisque maintenant ça se développe dans le monde entier, pour suivre ce qui est en train de devenir une pandémie, et en même temps poursuivre quelque chose comme les criquets ou les sauterelles en Afrique, dans la corne de l'Afrique. Donc ça, c'est la mondialisation positive. Alors justement, sur cette question des criquets, parce qu'on est absolument omnibulé par le cas du coronavirus, en ce moment, il y a ce fléau qui est très important également et qui commence à dépasser le continent africain, qui est donc les criquets pèlerins. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, parce que c'est un danger également en ce moment? C'est quelque chose, c'est la Bible en parle, la Bible, bon, ça réapparaît. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien fait pratiquement, disons, de cohérent et de long terme, pratiquement depuis la Bible. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, comment les criquets se développent? Ils commencent quelque part. Alors, ils commencent dans des conditions favorables, c'est-à-dire qu'il pleut, il fait humide, et ils se développent sous forme de larves. Et c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Il faut prévoir, voir où c'est, et intervenir, et l'arrêter au sol. Après, une fois qu'ils commencent à voler, il faut intervenir très vite aussi. Là, on a fait très peu. On a dit, les organisations qui ont étudié le cas de ce développement, qu'il faudrait 76 millions de dollars. C'est rien. C'est ce que dépense Bloomberg en une semaine aux États-Unis. Dans sa campagne, oui. 2 semaines, disons. Donc, c'est rien. Et combien on a mis pour l'instant? On est à 6 ou 7 millions. D'accord, alors que Bloomberg met à peu près l'équivalent par jour dans sa campagne. Oui, c'est ça, c'est à peu près l'équivalent par jour. Au moins tous les 2 jours. Donc, il faut comparer les choses. Bloomberg l'a mis dans Hidalgo, bien sûr, avec ses 40 et tout ça. C'est ça qu'il y a un milieu où le financier devient une priorité contre l'humain. C'est plus en dehors de l'humain, ça devient contre l'humain. Et là, on le voit tant pour le coronavirus c'est ça. Que ça nous met en face de nous-mêmes. Alors qu'on voit, par exemple, la collaboration entre les Chinois et les Américains. C'est des institutions de santé américaines et chinoises qui ont coopéré. Et entre savants, entre scientifiques, on s'entend. Mais c'est au-dessus, le cran au-dessus, il y a des, disons, partisans de ce système financier qui exercent une pression sur les politiques, et les politiques, disons, interrompent ou laissent interrompre cette coopération. C'est ce qui est arrivé entre la Chine et les États-Unis en grande partie, ce qui arrive aujourd'hui aux États-Unis, où on poursuit les agents chinois qui sont en train de soi-disant faire l'espionnage dans la presse, dans le domaine scientifique, où on a interdit à certains scientifiques chinois d'être présents et tout. Comme si les États-Unis, eux, ne faisaient pas d'espionnage du tout, étaient propres sur eux. Pas du tout. Ils font la même chose. Donc, il faut passer par-dessus cette vision-là et penser à une coopération à l'international qui soit gagnante, comme disaient les Chinois pour le pays de la soie, et qui soit en même temps une coopération entre scientifiques, entre chercheurs, entre entrepreneurs véritables, pas financiers, entre les gens qui produisent, on s'entend. Et ça, c'est le défi du coronavirus. Revenir à cela. D'ailleurs, ça met un petit peu en contradiction le propos des écologistes qui, eux, pensent au contraire au repli dans ces conditions en période d'épidémie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à en dire. Moi, quand j'avais
25 ans, j'ai lu un sociologue qui s'appelait Duvigneau qui disait il n'y a pas d'issue qui ramène au passé. Et je pense que c'est très bien dit. On ne peut pas revenir sur les choses qui ont été faites. On peut les corriger, mais on ne peut pas y revenir. Alors, ce que veulent les écologistes, c'est se dire, si en tant qu'individu, et la somme d'individus dans le monde constituant l'écologie, je suis en retrait de ça, les choses vont bien se passer. Mais ce n'est pas du tout vrai. Parce que certains profiteront de la situation. Et il y a tous les milieux financiers qui veulent profiter d'un capitalisme vert, d'une croissance verte, qui veulent remporter le morceau. Et si les écologistes se retirent dans leur campagne, ils ne les gêneront pas. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, qui est aussi fondamentale sur cette question, c'est que c'est seulement par la science qu'on peut résoudre des questions pour le futur. Alors, vous êtes scientiste. Non. C'est une science qui doit être à chaque instant vérifiée, suivie, et dans laquelle doit participer la population. Et associée à la conscience, comme dirait Rabelais. Oui, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, associée à une conscience de l'avenir. Et c'est là que, comme je le disais au début, d'un grand mal, le coronavirus peut sortir un bien supérieur, c'est si on pense à ce qu'on doit faire à l'avenir pour qu'il y ait un développement de la société tel que, par exemple, on ne mange pas sur des marchés chinois, Xi Jinping l'a dit lui-même d'ailleurs, le président, des bêtes sauvages, et qu'on ne pense pas qu'avec des écailles de pangolins on pourra guérir je ne sais trop quoi, ou des cornes de rhinocéros. Il faut penser à une société qui devient rationnelle en pensant au futur. C'est ce qu'a dit très clairement Xi Jinping en disant il faut penser, même nous devons penser, à une vraie politique de la biodiversité. Qui n'est pas la politique de la biodiversité de retrait, mais une politique de biodiversité de création d'un environnement pour l'avenir. De l'intervention humaine. Nous l'avons toujours dit nous-mêmes dans notre propre mouvement. En politique, on ne doit pas subir l'environnement créé par les autres, on doit créer son propre environnement qui porte les autres vers quelque chose de meilleur. Ça me fait penser, moi, par rapport à ce débat sur l'écologie, c'est qu'on parle de résilience, et c'est sûr que, disons, au niveau alimentaire, on n'est pas contre l'idée qu'il y ait une certaine forme de résilience au niveau alimentaire et autres, au niveau de la santé aussi, c'est la question des circuits courts, de la présence des médecins, mais il faut aussi une résilience au niveau national et aussi international. Alors, ce qu'on a perdu, c'est le sens de l'État. Quand est-ce qu'il faut un État fort? C'est quand il y a crise et quand on rentre dans l'inconnu. Là, il faut réagir vite avec un État fort. Et prendre des décisions. Pour le reste, l'État fort doit encourager les autonomies. Il n'y a pas de contradiction. Et dans l'autonomie, les gens doivent se débrouiller. On crée une contradiction en France, actuellement en période municipale. On dit il y a le local, et local sans contradiction avec l'international. Certains disent le local c'est très bien, parce que le local on peut décider, on connaît les gens, on peut les tâter, on peut les toucher, on les connaît. Puis il y a l'international, il y a le national, c'est très loin, et ça, c'est l'État, et l'État risque d'être mauvais parce qu'on ne le connaît pas. Donc c'est pas vrai, il n'y a pas cette contradiction-là. Il y a un État citoyen, et il faut que les citoyens pensent en termes de la politique qui doit être suivie. C'est pour ça que nous faisons ces éclairages. La question de l'hôpital public et de l'état dans lequel il est aujourd'hui, comment tu... Elle est essentielle pour les États-Unis comme pour l'Europe et en particulier pour la France. Vous avez aux États-Unis, par exemple, il est établi qu'il y a à peu près 37 000 lits disponibles réels pour traiter en réanimation des gens qui auraient cette crise respiratoire grave à cause du coronavirus. C'est très peu. C'est insuffisant, oui. Par exemple, après la guerre, il y avait une loi qui était Hill-Burton qui disait qu'il fallait 4,7 lits d'hôpitaux par Américain. Maintenant, on en a 2,3. Les Chinois sont à 4,3, ils sont mieux que les Américains. Il y a peut-être moins de médecins et moins de gens très très qualifiés, mais ils ont fait plus d'efforts sociaux. Nous réduisons les lits d'hôpitaux, comme en Allemagne d'ailleurs, nous réduisons les lits d'hôpitaux, nous avons réduit, et aujourd'hui, on pourrait très bien traiter une minorité, petite minorité, mais si l'épidémie s'étend, il n'y a plus la capacité de l'hôpital. Et il n'y a plus la capacité des médecins de ville aussi, parce qu'on dit aux gens de rester chez eux, d'être soignés aussi en ambulatoire dans ces conditions. Il n'y a pas la capacité de médecins de ville, ils vont aux urgences, et s'ils vont aux urgences, ils contaminent. Parce qu'il n'y a pas aussi suffisamment de médecins oui, bien sûr. Voilà, à l'extérieur, en libéral. Il faut faire, si vous avez un médecin de ville, il faut y aller, et vous pensez que vous avez quelque chose, il faut y aller avec quelque chose sur votre visage, pour protéger les autres, pas pour vous protéger, pour protéger les autres. Et il faut avoir ce sens de protection d'autrui. Ça, c'est très important aujourd'hui, et l'avoir partout. C'est pour ça que ce qu'on voit, on l'a pensé aussi, ça fait partie des choses qui sont sur la table. On a pensé en Europe la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Pour les personnes, il faut penser, c'est pas toujours le cas.
Il faut penser que dans certains cas, il faut isoler et bien voir dans quel cas il faut isoler pour éviter la propagation de l'épidémie. Donc il faut faire très attention, il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas le faire brutalement, mais il faut le faire intelligemment. Probablement en disant aux gens, si vous avez un doute sur votre santé, restez chez vous et pratiquez une politique de quarantaine à domicile. Pensée collective. La grande, immense quarantaine sociale, c'est très difficile dans les pays occidentaux. Mais revenir chez soi, oui. Donc, je dis ça simplement pour dire que la façon de penser doit être changée. C'est ça qui est fondamental. Et penser en termes de pas de ce qu'on va soit se préserver, qui est un peu cette pensée souvent écologiste. On dit le monde, mais on se retire dans sa ferme ou dans son habitat rural pour être tranquille, ou on plante des arbres et on pense qu'en en plantant partout, ça ira. Non, il faut penser aux autres. Et il faut penser de la société qu'on bâtira pour les autres. Et là, c'est le changement, c'est ce que je disais au départ. C'est penser coopératif, penser collectif, penser pour l'avantage d'autrui, dont parlait le fameux traité de Westphalie de 1648, penser ce qu'on pourra faire de bien pour autrui, et penser à faire pour autrui tout le bien qu'on voudrait qu'il nous fasse à nous-mêmes. Alors, par rapport à ça, justement, on peut en venir sur cette autre question plus politique en France, et notamment du 49.3, parce que s'il y a bien un exemple qui doit être donné de pensée collective et d'exemplarité, c'est le gouvernement qui peut l'incarner. Or, il y a eu un appel à l'Union nationale la semaine dernière. Matignon a reçu les chefs des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une cohérence et une forme d'union nationale justement pour faire face à l'épidémie. Et dans le même temps, on apprend que donc, l'Assemblée nationale trouve comme réponse à la réforme des retraites le 49.3. Oui. On pourrait se dire pourquoi le gouvernement, dans ces conditions, au nom de l'Union nationale, n'a pas interrompu un processus qui divisait par excellence, par essence, en fait, les politiques actuellement, et repousser à plus tard le débat parlementaire sur les retraites. Parce qu'on est sur la nef des fous, et dans la nef des fous, il y a un mélange de cynisme et d'incompétence. Alors, en même temps, on a décidé ce que... Parce que maintenant, il y a des appels aux manifestations, et donc oui. qui créent les conditions où les gens peuvent se et en contaminer. en même temps qu'on disait qu'il fallait l'unir pour le coronavirus, ce qui était une bonne chose, en même temps, on dit que 49.3, est-ce qu'on interrompt le débat parlementaire? Donc ça suppose d'abord qu'on bafoue le Parlement dans ses droits. Il est vrai que l'opposition avait présenté, je crois, 40 000 amendements. Donc il y avait... Partout, il y a une discussion qui ne va pas sur ce qui est fondamental, et on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux en France, on n'est pas sérieux en Europe. Et là, le gouvernement, en faisant ces choses, bafoue évidemment les droits du Parlement. Il aurait pu le faire. Il y a eu beaucoup d'idées sur ce qu'on aurait pu faire pour accélérer les procédures. Il y avait beaucoup de choses innovatrices et qui ont déjà été faites par d'autres. On ne les a pas faites. Donc, on a décidé le 49.3. Et 49.3, même... lui-même est une illusion, parce que ça peut être fait qu'une fois par session parlementaire. Donc ça peut être fait pour la loi. Mais il faut en plus une loi organique. Et ça, ils ne pourront pas le faire. Ah ben, ils ne pourront pas le faire. D'accord. La loi organique qui est sur le financement et l'organisation des choses. Et déjà, Jean-Luc Mélenchon a dit, on fera sur la loi organique ce qu'on ne nous a pas laissé faire sur la loi ordinaire. Oui, donc du coup, ils veulent vraiment... Ça y est. Et le gouvernement rentre dans ce type de jeu au lieu d'élever le débat. Ce qui fait que tous les Français qui ont ont voté pour Emmanuel Macron au second tour et qui espéraient plus de morale, plus de... au-dessus des débats, au-dessus de la politique politicienne, Emmanuel Macron lui-même, qui se prétend quelque part une incarnation de la pensée du général de Gaulle, tout ça tombe à terre avec des choses comme ça. C'est ça qui est très grave. Et les gens n'y croient plus. Les gens n'y croient plus. Et c'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. Alors qu'en Chine, les gens râlent, les gens protestent, mais ils voient un gouvernement qui a fait un effort et qui essaye de contrôler les choses. Alors, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'a reconnu. Que croyez-vous que disent les journalistes en France? L'Organisation mondiale de la santé a été complaisante avec la Chine, ils ont manifesté vis-à-vis de la Chine, et ils se sont déconsidérés en montrant qu'ils estimaient la politique chinoise. La Chine qui est la seule à avoir reconnu ses erreurs, d'ailleurs. Oui, la Chine qui est la seule à avoir reconnu ses erreurs, en disant qu'au départ... évidemment, il y avait des gens qui n'avaient pas voulu voir, qui avaient peur des effets économiques de la chose, et qui avaient peur aussi, pour avoir été les mauvais élèves, les mauvais lanceurs d'alerte, qui avaient peur. Donc, mais ça a été très vite résolu. Le médecin
qui avait lancé cette alerte et qui d'abord a été arrêté, a été très vite relâché et promu pratiquement en héros national en Chine. Il est mort d'ailleurs du coronavirus. Donc je veux dire qu'il a payé de sa vie et son courage. Donc il faut penser que de ce point de vue-là, si on veut résumer les choses un peu bêtement, aux États-Unis, la tendance dévoyée sera pensée en termes de cash. Qu'est-ce que ça me rapporte, hein? En France, en termes d'individus. Est-ce que mes désirs seront satisfaits? Et en Chine, c'est en termes de communauté. On pense, est-ce que la communauté marchera ou pas? Donc, c'est réductionniste, peut-être, mais c'est une tendance. Et là, je veux revenir à ce que je disais au début. Il faut revenir à ce qu'en France, on avait dans toute notre histoire, et que quelque part, c'est rompu, disons, au cours du XXe siècle, après mai 68, où l'exigence de justice a été dévoyée, qu'il faut rétablir ce sens d'une communauté de dessein et d'un principe commun de l'humanité, et dans son village, et dans sa ville, et dans sa région, et dans son pays, et en Europe, et dans le monde. Et c'est là que l'appel de notre ami Helga Zepp-Larouche, présidente de l'Institut Schiller International, l'appel qu'elle a fait pour que Poutine, Trump, Xi Jinping et Modi l'Indien se réunissent, est essentiel. Et la France pourrait jouer un rôle fondamental. Elle est en train de perdre l'occasion de jouer ce rôle fondamental d'aspirateur, de catalyseur, pour faire face aux détonateurs. Donc voilà. Et on est en train de perdre cette occasion. Et moi, ça me fait mal. Eh bien, merci Jacques, merci Jacques. Sébastien. Donc ne faisons pas de déni sur la réalité, ne faisons pas de déni de mondialisation comme certains non plus. On peut la choisir, on peut la changer, on peut la repenser. Et puis aller en ligne, voir cet appel que nous avons fait, que nous avons relayé d'Helga Zepp-Larouche, donc pour une rencontre au sommet en urgence des 4 grandes puissances. Voilà, merci, à bientôt.